Salut tout le monde! Aujourd'hui, épisode 2 du repêchage 2025 du Canadien de Montréal. Salut Noah, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va bien, à part le fait qu'on a enregistré un épisode sans peser sur record, mais c'est pas grave. C'est les joies du métier, là, de faire des petites erreurs ou d'avoir des bugs à gauche, à droite. Fait que on va commencer tout de suite pour le plaisir des auditeurs. Ceux qui sont avec nous en ce moment, c'est que vous allez avoir l'épisode au complet, puis on va décortiquer plus tard dans la saison, là, d'ici la fin, d'ici le repêchage. On a plusieurs bonhommes qu'on veut parler. On va parler de Roger McQueen, on va parler de Carter Bear, Murtka, Lakovic et Justin Carbonneau. Fait que restez avec nous jusqu'à la fin. Premier joueur de qui je veux parler. Donc, le premier joueur, c'est le joueur que moi, au début de la saison, je me disais, hey, si on a besoin d'un gros bonhomme qui rentre dedans, c'est lui qu'on va chercher, Roger McQueen. Ouais, ben c'est un attaquant de puissance droitier, un centre droitier. Donc, c'est sûr qu'on a déjà Suzuki, on a H, mais un gars comme McQueen, c'est un immanquable du sens que au niveau de son talent, c'est un des 5 meilleurs talents qu'il y a dans cette QV-là, tant par le fait de ses habiletés individuelles, mais aussi par son package qu'on dit, sa combinaison d'attributs, on va le dire comme ça. Que ce soit au niveau de son patin, au niveau de son physique. Juste son patin, il y a des nuances, il y a quand même un coup de patin qui est un peu particulier. C'est pas le plus rapide, mais c'est un patineur efficace qui, justement, si on enlève ses blessures qu'il y a eu cette année puis dans les dernières années, c'est un joueur qui produit, qui n'a pas peur de mettre son nez là où ça fait mal. Puis justement, il en a subi les conséquences cette année, mais c'est quand même un gars qui produit bien. C'est un gars qui a quand même un bon sens du jeu, capable de justement, avec ses habiletés, de marquer un peu plus de buts que Kirby Dach ne faisait pas. Mais c'est quand même un joueur qui, au niveau de son jeu d'ensemble, est quand même assez intéressant. Puis justement, son désir de jouer la rondelle, de jouer, de s'engager sur la patinoire, c'est ça qui fait que c'est un joueur qui a non seulement un haut potentiel, mais qui fait en sorte que c'est un gars qu'on peut compter sur lui dans les gros moments. Oui, puis tu sais, c'est le genre de choses que le Canadien a besoin. Puis là, les gens vont tout de suite crier au meurtre. Ils vont dire, ben non, mais c'est un gars qui est tout le temps blessé. Pourquoi qu'on irait chercher ce genre de bonhomme-là quand notre problème, c'est justement les blessures? Mais il ne faut pas oublier, le gars, c'est un gars de 6 pieds 5, c'est un gars de 200 livres. Il va continuer à prendre la masse musculaire, va continuer à se renforcer et donc va réduire ses risques de blessures au fil du temps. Parce que c'est toujours ça la problématique. Regardez Caden Goulet, là, qui, dans les dernières années, était toujours blessé ou presque. Arrivait quelque chose. De moins en moins, on va voir ça avec Caden Goulet. Un, parce qu'il va savoir comment se placer, comment pousser, comment travailler. Puis deux, ben, sa maturité physique va l'aider. Maintenant, la problématique, c'est est-ce que le Canadien, s'il est disponible, parce qu'il pourrait être disponible au rang 16-17, ou si, exemple, le Canadien s'avance, est-ce que c'est le genre de gars, nonobstant ses blessures, que le Canadien devrait viser au-dessus de certains joueurs comme Carter Bear, comme Justin Carbonneau, entre autres? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est un choix que je prendrais bien avant tous les joueurs que tu viens de nommer parce que c'est justement une combinaison qu'on voit presque jamais. Tu sais, on a vu avec Kaden Lidstrom, un de ses problèmes, c'est son coup de patin. On voit que c'est pas un joueur nécessairement très rapide, ce qui fait en sorte que quand il a la rondelle, il est souvent exposé. Un gars comme McQueen, c'est pas les raisons de ses blessures, c'est pas parce qu'il patine pas assez vite, c'est qu'il se fait justement rentrer dedans quand il est devant le filet. Donc, on parle d'un gars qui, c'est par son désir et son engagement qui est blessé, un peu comme on a vu avec Gallagher. Tu sais, puis je suis peut-être pas le seul à le penser, mais tu sais, je pense que c'était Craig Button qui avait parlé de lui, je pense, au mois de mars, fin de mois de mars. Il disait justement, si tu enlèves le facteur blessure, c'est un gars qu'on ne se poserait même pas de questions, puis on le verrait non seulement être un joueur de Ligue nationale, mais un joueur dominant dans la Ligue nationale à très court terme parce que justement, il y a déjà le physique, il y a l'intelligence au jeu, il y a le coup de patin, puis il y a le lancer. Fait que, tu sais,
même si le coup de patin n'est pas extraordinaire, mais il est quand même efficace. Donc, ça fait en sorte que lui, au centre, avec Nick Suzuki, on parle aussi de deux contrastes, là, avec un centre de 5 pieds 11 et un centre de 6 pieds 5. Là, mais ça fait que ça va donner une dimension plus rapide, plus forte aux Canadiens. C'est ça qu'on veut au final, parce que quand on entend Gorton et Kent Hughes, c'est ça qu'on veut. De la compétition, du sens de la compétitivité et de la grosseur. Ouais. Et McKee répond à ces exigences-là, puis il apporte un peu plus encore. Exact. Moi, en tout cas, je n'aurais pas de problème à le choisir 16 ou 17 si on a les deux choix, parce que justement, on peut se permettre d'en échapper un des deux. Puis la réalité, c'est que c'est 50 des chances d'avoir un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale rendu là. Bien que c'est profond dans le sens qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants, il n'y en a pas beaucoup de la qualité de Roger McQueen qui peuvent réellement aspirer à un top 6 cette année. On a peut-être quoi, 7, 8 joueurs qui réellement on a un vrai potentiel de top 6. Là. Ouais, c'est à peu près dans cette range-là. Quand on va faire un peu la révision du repêchage au grand complet, on pourrait s'attarder un peu plus là-dessus, là, mais Ouais. du sens que McQueen aussi, ce qui est un argument que les gens pourraient sortir aussi, c'est qu'il ne serait pas là. C'est normal, parce qu'il y a des équipes qui vont réfléchir comme nous, qui vont dire pourquoi pas prendre un centre aussi fort. On pense aux Penguins de Pittsburgh qui ont le 10e ou 11e choix dans ce coin-là. Pourquoi eux, ils ne pourraient pas le prendre? Ils ont toute la misère du monde à avoir de la profondeur. Puis avec un gars comme derrière Crosby, Malkin, avoir McQueen, et là, tu vas avoir McGrothy qui va arriver. On parle de refaire une ligne de centre. Tu es bien parti avec McQueen. Là. Oui, clairement. La seule chose, comme tu dis, c'est les risques de blessure. Parce qu'il y a des équipes qui vont décider de ne pas le prendre à cause de ça, mais si ce n'était pas le cas, il sortirait probablement dans le top 5, top 6, parce que c'est un joueur qui va faire la Ligue nationale s'il est capable de rester en santé. Prochain joueur, pas que je veux aller vite, mais parce qu'on en a beaucoup de joueurs là, intéressants. Puis dans cette batch-là, là, moi, j'aime beaucoup le prochain. En fait, c'est un de mes préférés, Carter Bear. Carter Bear, là, il a été aussi blessé cette année. Au début, on pensait grosse blessure, fini pour la saison. C'est quelque chose de dangereux. Il y a des joueurs qui s'en remettent jamais. Exemple, Peyton Krebs, qui s'était blessé un peu de la même façon. Mais dans son cas, bonne nouvelle, ce n'était qu'une une déchirure ou une coupure partielle de son. Voyons, de son. Tu vas-tu le dire, le nom Talon d'Achille? talon d'Achille, exactement. Donc, c'est une coupure partielle. Donc, il peut déjà recommencer à patiner, ce qui est très bon signe. Mais est-ce que ça fait que, vu qu'il est finalement en santé, ben, il va sortir avant que le Canadien puisse mettre la main sur lui? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que c'est à considérer. On sait que Peyton Krebs, son problème, c'est que lui, c'était très grave. C'est une section, je pense, complète de son talon d'Achille, ce qui a été terrible pour lui. Sauf que pour Carter Bear, justement, on sait déjà que c'est un gars qui produit extrêmement bien. Déjà 40 buts, 42 passes pour 82 points en 56 matchs seulement à 17 ans dans la Ligue de l'Ouest. C'est très impressionnant. Au-delà de ses statistiques, c'est son jeu d'acharnement qui m'impressionne. C'est un gars qui a jamais peur d'aller se mettre justement dans le trafic. Puis je pense qu'un gars comme Carter Bear, malgré que c'est un joueur qu'on va plus voir à l'aile parce qu'il jouait à l'aile avec les Silver Tips de Everett, c'est un gars qui justement remplace ce Brendan Gallagher qu'on avait avec peut-être 2 pouces de plus. Mais ça reste que c'est un joueur qui apporte justement cette combativité qu'on cherche chez le Canadien grandement. Puis à 6 pieds, c'est pas si pire. C'est pas un grand joueur, mais c'est un joueur format moyen qui joue comme un gars de 6 pieds 2. Donc, ça compense pas mal. Donc, pour moi, j'aimerais ça le repêcher 16-17, mais je pense très bien que parce qu'il n'y a pas eu une section totale de son talon d'Achille, il va pouvoir se faire repêcher aux alentours de 10-11 dans ce bout-là, dépendamment de ce que les Ducks ou les Pingouins vont faire, parce qu'on ne sait jamais, il y a un joueur qui peut glisser. Dépendamment des préférences des équipes, on peut avoir des très belles surprises, comme on a vu en 2019 avec Moritz Seider. Ben, puis,
C'est le genre de gars un peu comme Dickinson que tu dis, hey, ça, c'est un gars top 10, mais qui se fait repêcher un peu plus tard. Dans le sens, Dickinson, on le voyait quoi, top 6, 7 peut-être, là. C'était probablement le deuxième à être repêché au niveau des défenseurs. Dans son cas, c'est plus un ailier, c'est un centre aussi, donc c'est un avant. Il peut jouer un peu des deux, mais cette année, c'était le meilleur de son équipe. Ceux qui lui chauffaient les fesses, là, c'est des gars qui sont des A au niveau prospect, dans le sens que on avait un Landon Dupont, qui lui, c'est dans 2 ans. Puis sinon, ben, il n'y avait pas grand monde. Tyler McKenzie a profité un peu de, de, de- de Carter Bear, qui est extrêmement bon. Euh, les autres, il y en a qui sont déjà repêchés. Là. On peut penser à Miettinen, on peut penser à Tyron Smith, qui est un défenseur. Fait qu'il y avait beaucoup de talent dans cette équipe-là, mais c'est quand même Carter Bear qui drivait cette équipe-là. C'est quand même un peu grâce à lui, quand il était là, qu'on peut dire que cette équipe-là était comme à un niveau intéressant. Bon, évidemment, Landon Dupont, il en est pour beaucoup là, au niveau de la défense. Là. Mais si tu enlèves un Carter Bear ou un Landon Dupont, cette équipe-là ne fait rien. Là. Se rend pas en série, puis probablement qu'il n'y aurait rien, il ne se serait rien passé. J'adore Carter Bear, mais je pense que tu as raison. Il faudrait s'avancer pour être sûr de mettre la main sur ce joueur-là. Ouais, puis tu sais, en même temps, avec tout ce qu'on dit sur lui, je vois pas une équipe arriver et dire ouais, on le prendra pas, on va prendre un autre gars. Tu sais, C'est ça. tu sais, on donne plein de compliments à Carter Bear, mais tu sais, c'est un peu, ça joue un peu contre le Canadien, du sens que le fait qu'il soit si bon que ça, Ouais. tu sais, ça fait qu'il y a des clubs, je suis sûr qu'ils vont y penser à 2 fois avant de sélectionner un autre joueur. Tu sais, on parle beaucoup de Radim Merca, qu'on va parler à tout de suite après. Lui, tu sais, il est bon, mais tu sais, est-ce que tu te prives d'un Carter Bear pour ramasser Radim Merca? C'est Mm. une autre game, ça. À ce moment-là, ça serait vraiment une game de j'ai un besoin à combler, puis je vais prendre mon besoin à la place de prendre le meilleur talent. Dans, mon, dans notre cas, le talent de Carter Bear, c'est sa compatibilité, c'est son acharnement. Tu sais, on parle d'un Gallagher 2.0, beaucoup plus grand, évidemment, que Gallagher, mais aussi plus de talent que Gallagher. C'est un moule parfait pour le Canadien, mais comme tu viens de le dire, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'autres joueurs qui passent par-dessus Carter Bear pour X, Y raison que les équipes, on ne sait pas encore, mais on se doute, ne feront pas. Exactement. Alors, prochain joueur, moi, je l'aime quand même s'il me fait penser un peu à l'année où on a eu un certain Reinbacker et Simachev qui ont été repêchés. Je ne crois pas que c'est un talent top 5, top 6, même top 10, mais il pourrait se ramasser dans le top 5 ou top 6 ou top 10 si il y a une équipe qui se dit, moi, j'ai besoin d'un défenseur droitier, surtout un défenseur de 6 pieds 6, 220 livres en Radim Mertka. Ben, tu sais, on le voit présentement dans le junior. C'est un gars qui est hyper dominant. C'est un gars qui a quand même eu fait quoi, 35 points en 43 games, si Oui, mes chiffres sont bons. exactement. Puis, tu sais, c'est un gars qui s'est adapté très bien au style nord-américain. C'est un Européen à la base. Ouais. Tu sais, à 6 pieds 6, un défenseur droitier, ça me fait rappeler pas mal Tyler Myers. Tu sais, Tyler Myers, on voyait vraiment un gars efficace, capable de produire des points, mais on a vu très vite que dans la Ligue nationale, c'est pas la même chose quand tu joues contre des hommes, contre des joueurs qui en ont déjà vu plein des formats comme toi. Tu sais, Mhm. puis on pense que ça peut être un défenseur style Moritz Seider. Je pense qu'il n'y a pas le grit de Moritz Seider. Il n'y a pas Ouais. le caractère méchant de Moritz Seider, mais surtout, c'est un gars qui est quand même limité au niveau de ses habiletés offensives. On ne parle pas d'un gars qui est capable de défaire une défensive en zone neutre par soit sa vitesse, soit ses habiletés offensives. On parle d'un gars plus théâtrome qu'on appelle un défenseur purement défensif qui va justement pouvoir contrer euh, les attaques soit en entrée de zone, soit dans le territoire défensif. Donc, Mhm. pour une équipe qui repêche, je ne sais pas moi, 10 comme les Ducks,
Tu sais, ça serait peut-être une avenue possible parce qu'on voit avec les Zellweger, les Lacombe, les Luno, puis etc., puis les Mintukov, on pourrait voir un bon fit, mais est-ce que c'est le meilleur talent? Ouais. Loin de là. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs au niveau talent, qui vont être plus utiles, qui vont être repêchés plus loin si un Murtka se fait repêcher dans le top 10. Oui, mais rappelle-toi, là, au début, là, le premier épisode, tu me parlais que cette année, c'était un genre de repêchage à avoir des rôles. Puis ça, c'est typiquement le genre de défenseur qui va avoir un rôle spécifique. C'est le genre d'équipe qui vont le repêcher. C'est quelqu'un qui va se dire, regarde, on n'a absolument rien comme défenseur droitier digne de ce nom. Lui, tu le mets dans l'alignement, puis il est top 4. Mais dans certaines autres équipes, il ne sera pas top 4. Là. C'est le genre de défenseur qui va être numéro 6, puis qui va jouer sur les désavantages numériques éventuellement. Puis c'est le genre de joueur que ça va être long se développer parce que ce style de jeu-là, c'est des joueurs habituellement qui sont plus vieux qui vont prendre ces rôles-là. Fait que Ouais. la Sanchez est où? Ben, Sanchez, tu sais, il y en a qui le voient comme un troisième. Je pense que c'est peut-être être très ambitieux, troisième. Ouais. Un quatrième défenseur, ce serait peut-être plus honnête. C'est un gars qui va être justement un genre de Tyler Myers ou même, on pourrait penser à comme défenseur peut-être de l'autre sens gaucher. Un genre de, au prime de Ben Sherratt ou Joel Edmondson. C'est des gars qui ont quand même arrivé dans la Ligue nationale tard. C'est pas des gars qui sont arrivés à 21 ans puis ils cassaient tout. C'est des gars qui, justement, jouaient 20 minutes comme droitier sur une deuxième paire, c'est différent. Mais si tu t'arrives comme sixième puis tu joues 12 minutes comme Jacky, je pense pas qu'un 10e pick, c'est utile de faire ça. Ouais. Fait, Ben, tu as raison, là. Puis ça arrive tellement souvent qu'il y a des défenseurs, tu te demandes pourquoi ils ont été repêchés si tôt, quand la réalité, c'est que c'est un défenseur numéro 5, numéro 6, peut-être même numéro 7. Puis ils sont quand même repêchés en première ronde. Est-ce que toi, disons, là, ton repêchage typique, là, ce genre de défenseur-là, c'est en deuxième ronde que tu prends ça? Ça dépend. Ça dépend sincèrement parce qu'il y a des défenseurs défensifs comme Caden Goulet que tu veux repêcher en première ronde. Oui. Tu as des défenseurs comme A.J. Emery qu'on a vu l'année passée. Ça, tu repêches ça en milieu de deuxième ronde ou fin de deuxième ronde. Fait que, tu sais, il y a des différents calibres. Dépendamment de comment tu joues en attaque, tu joues en défense. Tu sais, Murtka à 16, je dis rien. Murtka à 10, j'ai peur. Ouais. Ça dépend tout le temps. Il y a beaucoup de monde qui parle de la plus-value d'un joueur dans une sélection. Puis je suis un peu de cet avis-là aussi. Un joueur que tu repêches à 10, c'est parce que tu considères qu'il n'y a aucun autre joueur après ça qui est meilleur que lui. Ouais. C'est pour ça que moi, à 16, j'ai pas moins peur parce que tu as quand même 15 autres joueurs en avant qui devraient techniquement être meilleurs. Ouais. Donc, à 16, de prendre un défenseur type numéro 4, ça va. C'est pas une mauvaise chose parce que tu sais très bien que dans les 180 quelques qui restent, tu n'en auras pas 30 qui vont être meilleurs que lui. Tu vas peut-être avoir une dizaine, vingtaine, gros max si tu as une bonne cuvée. Ben, l'avantage de Murtka, c'est que son plancher était très, très haut, puis c'est pas mal sûr qu'il va faire la Ligue nationale à un certain moment dans sa carrière. La question, c'est combien de temps, puis avec qui? C'est-à-dire, est-ce que ça va être avec un autre défenseur offensif qui va lui permettre, en fait, d'avoir une belle synergie? Ça a un gros impact pour ce type de défenseur-là, de jouer avec un autre défenseur intéressant. On peut penser à Reinbacker qui pourrait jouer avec Lane Hudson. Si tu me les mets les deux ensemble, automatiquement, Reinbacker va avoir l'air meilleur qu'il l'est et Hudson va avoir l'air meilleur qu'il l'est aussi. Comme on peut voir, exemple, un certain Taze avec McCarr, les deux se complètent bien. Moi, c'est le genre de défenseur que je vois qui devrait compléter une paire et non pas que c'est lui qui drive sa paire de défense. Ben exactement. Puis on peut le voir même quand Caden Goulet joue avec Lennon, déjà on voyait une certaine synergie. On sait que Caden Goulet rend les autres meilleurs juste par son style de jeu. Là, on savait déjà qu'il était bon là-dessus. Puis quand Lennon est arrivé avec lui, ben, ce qu'il a fait, c'est que Lennon a montré peut-être le côté plus offensif de Caden Goulet qu'on n'a pas vu beaucoup à Montréal. Puis Caden Goulet, par sa présence, par le fait qu'il est capable de patiner avec n'importe quel joueur, et capable de défendre contre les meilleurs, fait en sorte qu'automatiquement, Lennon est moins exposé aussi. Ouais, C'est pour ça qu'en série éliminatoire,
il y en a qui disaient ouais, Laurentine a eu des bonnes séries. Ben, il y a eu des bonnes séries parce que Kaden Goulet était là l'a pour le. protégé. C'est ça. Oui, puis c'est normal pour des jeunes joueurs d'avoir besoin de ça. Là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On va passer au prochain parce que ça va vite. Hein? Ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on parle. Puis là, j'en ai un là, qui est un petit peu. Il y a une petite controverse là, qui parle de lui. Un certain Lyndon Lakovic. Beaucoup de personnes veulent que le Canadien repêche Lakovic à 16 ou 17 parce que c'est techniquement un joueur qui devrait sortir autour de ces rangs-là, donc entre 15 et 20, 21. Il y en a qui le voient même 25, malgré qu'il y en a qui le voient top 10. Ouais, ben, tu sais, c'est un gars qui a marqué beaucoup de buts cette année, quand même 27 buts en 47 parties. C'est un gars qui est quand même au-dessus d'un point par match dans la Ligue de l'Ouest, c'est quand même impressionnant. Cependant, tu sais, je pense pas que c'est un joueur qui mérite de se faire repêcher aussi haut. C'est un gars qui a quand même un coup de patin correct, mais c'est un joueur nord-sud. C'est un joueur nord-sud, puis le problème avec les joueurs nord-sud, généralement, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de vision. Tu sais, on avait parlé de McQuaid qui était un joueur nord-sud. Lui, il a de la vision. Lakovic n'en a pas. Ce qui fait qu'en sorte que c'est un joueur qui, à 6 pieds 4, à part son jeu physique, sa présence physique, n'apporte pas tant de choses de plus. Si on parle plus d'un gars style Max Pacioretty au mieux qu'un gars qui va arriver, qui va être un Mark Stone, tu sais. Il y a une différence. Donc, au niveau de la façon qu'il joue, il y a encore des gros bémols. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur ce joueur-là. Je ne pense pas que ça va devenir un joueur extraordinaire. Puis, avec ce qu'on a vu avec les incidents qui s'est passé avec la police d'Edmonton, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Quoique le directeur général a été, je pense, suspendu ou démis de ses fonctions à cause de ça. Donc, on parle d'un incident que Lakovic serait partiellement responsable, mais qui n'amène pas un casier judiciaire. Oui. Mais tu sais, c'est exactement le genre de joueur qui va se faire épier par les équipes lors des entrevues. Tu sais, quand le combine arrive, ils vont regarder les faits et gestes pendant le combine, mais ce qui est le plus intéressant pour les équipes, c'est l'entrevue qui vient à la suite de ça. Puis je pense que lui, il va avoir beaucoup de questions à répondre. Et s'il répond bien, il pourrait être repêché quand même assez haut. Mais je suis d'accord, avec son talent limité, c'est très bon, là, mais on dirait qu'il manque d'outils. Un peu à la Kirby Dack. C'est-à-dire que, bon, là, c'est pas un centre, là, on s'entend, c'est un ailier gauche. Mais je ne sais pas où le mettre si, mettons, il n'est pas sur la deuxième ligne. Est-ce qu'il va se développer en joueur, un genre de power forward qui va être intéressant pour une troisième ligne, genre un Anderson, ou est-ce que ça va être un gars qui risque de s'effacer? Tu sais, moi, j'aime pas ses plus-moins de moins 25 avec l'équipe, même si l'équipe de Moose Jaw n'est pas super, surtout cette année. Tu sais, exemple, Jaeger, je pense qu'il n'y a même pas un demi-point par match. Là. Braden Jaeger. Ah non, il s'est blessé, ouais, c'est ça. Il y avait 21 matchs, 30 points. C'est quand même pas pire, là, mais quand tu regardes dans son équipe, c'est lui qui a le plus de points à 58. Fait que c'était pas une grosse équipe cette année. C'est dur à évaluer, je trouve. Ouais, ben c'est sûr que le fait que son équipe soit moins bonne, ça aide pas, mais tu sais, déjà là, ça en dit beaucoup. Tu sais, moi, je parle souvent de est-ce qu'un joueur est capable à 17 ans de rendre les autres meilleurs? Lui, il n'était pas capable de le faire parce qu'il n'y avait pas les outils pour le faire. Puis c'est malheureux pour lui, mais le fait qu'il ne soit pas capable de le faire, ça prouve en quoi il est limité dans ses outils. Puis le fait que, tu sais, autrement, si tu le mets sur une deuxième ligne comme on avait fait avec Patch à Vegas, c'est pas si pire, mais du moment que tu le mets sur un troisième, quatrième trio, tu peux pas le faire jouer 10 minutes puis espérer grand-chose de lui. C'est un gars qui doit avoir du volume. Puis c'est un gars qui doit justement utiliser ses qualités tout le temps pour avoir quelque chose qui va arriver. S'il prend une shot en 12 minutes, il n'est pas utile. S'il prend 10 shots en 21 minutes, là, il commence à être utile. Ben ouais, surtout s'il réussit à les cadrer, ce qui est le plus difficile pour les jeunes joueurs de cadrer leur tir. On dirait qu'ils veulent toute la dévisser, ils veulent tout épater la galerie. Des fois, juste la mettre au net, là, c'est suffisant.
Ouais, en effet. Prochain joueur et le dernier de cet épisode, un certain Justin Carbonneau. Carbonneau est en train de monter un petit peu dans les rangs. Pas beaucoup, mais est-ce qu'il pourrait être hors de portée pour le Canadien rendu à 16-17 d'après toi? Ben, de ce que j'entends à gauche, à droite, il commence sincèrement à prendre une sérieuse option pour le top 15. Est-ce qu'il y a le package deal pour être un joueur top 15? Oui, mais Oui, c'est c'est ça. souvent, ce que l'équipe va en faire. Puis, ça, c'est peut-être hors du contrôle, soit de nous pour évaluer ou soit des experts de manière générale. Mais on sait, Justin Carbonneau, c'est un gars qui a du talent offensif. On le voit. On voit qu'il est capable de produire offensivement. On voit que c'est un gars qui est intense, qui veut gagner. T'sais. On voit dans son intensité, son engagement. Le seul problème, c'est qu'il manque de maturité, non seulement défensive, mais on l'a vu à quelques reprises, pour ceux qui suivent un peu l'armada de Blainville-Boisbriand, quand ça ne fonctionne pas, tendance à s'effacer. Ouais. Fait on le sait qu'un Patrick Laine, ça fait ça un peu aussi. Puis on voit ce que ça donne dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, c'est assez. On ne parle pas du même talent, c'est dans deux classes séparées, là, mais Justin Carbonneau, quand on voit ce type de joueur-là, qui est plus engagé, c'est l'encadrement qui va être le plus important. Fait une équipe qui est comme les Red Wings de Détroit, qui ont un bon encadrement, qui ont des bons vétérans, qui ont des bons jeunes, qui n'ont pas peur justement d'aller chercher des vétérans pour cadrer ces jeunes-là, ben, je pense que Carbonneau peut fitter dans un top 15 avec Détroit qui repêche vers 12, 13, 14 dans ce bout-là. Ça, ça marcherait. Mais une équipe comme je sais pas moi, les Sabres de Buffalo, Ouais. ça, oublie ça, parce qu'il y a trop de jeunes. C'est un gars qui va péter les plombs sûrement à un moment donné, parce que ses coéquipiers sont peut-être trop jeunes, n'ont pas la maturité de lui montrer certaines choses, de ne pas faire certaines choses. Ce qui fait en sorte qu'il va avoir de la misère à s'établir dans la Ligue nationale. Donc, c'est pour ça qu'il peut être en même temps en top 15, puis en même temps, ça peut le jouer contre lui, puis on pourrait le ramasser à 16-17. Moi, j'ai l'impression que 15, c'est trop tôt pour ce type de joueur-là. C'est un excellent tir. C'est un pas pire coup de patin, quand même très rapide au niveau de son explosion. Là. C'est un gars qui est capable de faire des jeux. C'est un gars qui a un gabarit quand même intéressant, là, 6 pieds 1, 200 livres. Donc, il n'est pas le plus petit, il ne sera pas le plus grand non plus, mais ça ne sera pas grave d'après moi. C'est le genre de gars qui va être capable de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. J'ai entendu en quelque part Anthony Manta, dans le sens, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est le genre de joueur que je trouve intéressant statistiquement, mais que quand on le voit jouer, j'ai des questions et j'ai des doutes. Pas parce qu'il est québécois, aucunement rapport avec ça, mais j'ai l'impression que peut-être ça pourrait lui jouer contre lui d'être avec le Canadien. Regarde ce qu'on fait avec Joshua Roy en ce moment. Aussitôt qu'il va bien, on dit waouh, il pourrait jouer sa deuxième ligne. Puis quand il ne va pas bien, c'est bon, ben c'est ça, sa carrière est finie. Ça ne sert à rien de pousser avec lui, blablabla. J'aime pas comment on traite nos joueurs à domicile, dans un sens, quand ils ne vont pas bien, mais j'adore comme quand ça va bien. Est-ce que lui, s'il a le mental et la persévérance pour passer à travers ça, puis passer outre quand ça ne va pas bien, pour être en mesure de jouer dans le marché du Québec, dans le marché de Montréal, en fin de compte? Je ne sais pas. Ben, là, c'est à lui c'est juste lui qui le sait. Sens Oui, que, puis même à ça, on ne sait même pas si lui-même il le sait, parce que des fois, il y a des joueurs qui ne se posent pas la question. ouais. Mais, tu sais, Carbonneau, on sait qu'il y a de l'intensité, ce que Laine n'a pas. Mhm. Est-ce qu'il y a la persévérance? C'est Non. ça. En tout cas, il ne l'a pas démontré. Ouais. Là, ça va être à lui de démontrer ou de démontrer aux Canadiens ou aux autres équipes, est-ce que j'ai la persévérance dans les moments difficiles? Parce que l'intensité, là, déjà, il y a 1 sur 2. C'est ça. Donc, Il après faut qu'il. ça, il faut que tu Soir le après montres. soir. Exact. Exactement.
Je l'aime, Carbonneau. Tu sais, si on avait 3 choix, ça serait un no-brainer pour moi. Tu sais, il y a des années, là, regarde Chicago, 3 choix l'année passée ou l'autre année d'avant. Ça arrive là, qu'on a plusieurs choix. Là, on est comme dans un dilemme qu'on est 16-17. Tu sais, si on avait un choix 15, un choix 21, puis que Carbonneau est encore là, ben à 21, c'est sûr, tu le prends. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le prendre à 16-17 parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques joueurs qui vont avoir glissé, qui vont être plus intéressants que Carbonneau. Puis là, ça va chialer à Montréal si ça arrive. Si ça arrive que Carbonneau est encore disponible, puis qu'on va chercher un Jack Nesbitt, puis qu'on va chercher un Lyndon Lakovic, parce qu'eux, ils ont décidé que c'était ces joueurs-là, là, ça va chialer. Est-ce que ça Ouais. chialerait si on a un Carter Bear, un Brady Martin qui sont disponibles, puis qu'on choisit ces deux-là? Je pense que non. Ben, si les gens qui connaissent le hockey vont dire que c'est des bons choix, si on a Bear et Martin, Mhm. ou même un des deux, Ouais. ça va chialer si on se pogne un gars comme Keyshawn Jason, que pas personne connaît. Ouais. Un gars ou comme Braden Coops, un gars comme, à la limite, les gens qui connaissent peut-être un peu moins, là, mais si on recule, on pourrait prendre un Cameron Smith, un Jack Murtaugh. C'est des joueurs que, ou même Shane Van Zaki, qui est un allié de Michigan State. Si on pogne un gars comme ça en reculant, puis on prend pas un Carbonneau qui est encore disponible à 16, c'est un peu, c'est touché. C'est vraiment touché parce que les Ouais. joueurs, ben, les joueurs qu'on ne connaît pas en fin de première ronde pour le commun des mortels, ça peut brasser à ce moment-là, comme on avait fait pour Hendrix Lapierre, qu'on a pris Caden Goulet, mais on a très vite, le monde, ou les connaisseurs de hockey savaient que c'était un bon pick. Si on avait pris un gars comme Rodion Amirov, qui est dommage, qui est décédé d'un cancer, ça aurait été une autre game. Ah oui, tu as raison. Tout est une question de perception puis de qui est choisi quand. Maintenant, moi, j'ai l'impression que le Canadien va bouger avec ses choix. Fait que est-ce qu'ils vont bouger à la hausse, à la baisse? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller dans le top 10? Puis si ça arrive, est-ce qu'ils vont avoir un choix intéressant dans leur top 10? Tu sais, au début de la saison, moi, j'étais comme Desnoyers. Desnoyers, ça va être le fun. Puis Carbonneau, il va être disponible aussi. Puis il y avait même Émile Guité. Puis là, ça a tout bougé. Là. Desnoyers est rendu dans le top 5 quasiment. Justin Carbonneau se maintient. Puis Guité est parti du portrait. Je pense qu'il y a quand même possibilité d'essayer de viser d'avoir un Québécois. Pas juste parce que c'est un Québécois, mais parce qu'il en faut des joueurs de la place. Là. Matheson, il vient un gars de la place. Montembeault, un gars de la place. Il y en a d'autres comme ça là, qui poussent puis qui valent la peine d'avoir. Comme un peu à Toronto avec un. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Là. Tu vas me dire, Marner, ils veulent tout le mettre dehors, mais ça reste un gars de la place. Tavares, c'est un gars de la place. Si on peut trouver des gars qui sont des top 6 puis qui sont de la place, je pense que ça l'aide non seulement pour le marketing, mais aussi pour le sentiment d'appartenance à ton équipe. Ouais, c'est sûr, là, je pense pas qu'il y a personne qui va te contredire là-dessus. J'espère que non. Mais dites-le en commentaire si jamais il y a quelque chose. Là. Nos choix, évidemment, ne sont pas encore nommés, mais ça, c'est tous des joueurs que nous, on pense qui pourraient avoir un potentiel, que soit le Canadien s'avance ou que le Canadien les ait de disponibles dans ces alentours-là. Manquez pas le prochain épisode, on va parler de Martin, Hensler, Spence, Kindle, Rechny. Puis on pourrait revenir sur certains autres joueurs qu'on a moins parlé, du genre Michael Misa, ou même reparler de Caleb Desnoyers parce qu'il est toujours en train de jouer au hockey, contrairement à la plupart des joueurs qu'on nomme aujourd'hui. Lui, il est à la Coupe Mémoriale. Ouais. La Coupe mémoriale Puis, qui, d'ailleurs, au moment qu'on tourne, commence le soir même. mhm, J'espère que vous allez l'écouter. C'est un tournoi extraordinaire cette année. Medicine Hat qui est là avec Gavin McKenna, Kenan Lindstrom, Andrew Basha, Tyler Molendijk, pour nommer que ceux-là. London avec justement les puissants Knights de London avec ouais. Sam Dickinson, O'Reilly, Bon, même Bonk, Cowan. On va avoir du gros talent de l'Ouest de l'Ontario. Puis nos équipes de Québec, du Québec, avec l'Océanique de Rimouski et les Wildcats de Moncton avec Caleb Desnoyers. Donc, écoutez ça, ça va être le fun cette année. On a mhm. beaucoup de talent au Québec, puis on pourra voir contre les meilleures équipes du Canada. Donc, ne manquez pas ça. C'est ce soir, le 23 mai. Rimouski contre Medicine Hat. Yes.
Bon, on ne donne pas cher de la peau de Rimouski ce soir, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Jamais. C'est une partie, hein? C'est Ah une oui, partie. exact. 60 Mais minutes. moi, j'ai juste hâte de voir McKenna jouer dans un contexte autre que la ligue de où est-ce qu'il est en ce moment, dans l'Ouest. Ouais, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez aimer les prochains épisodes aussi. Si jamais tu veux parler un peu là, des articles que tu es en train de faire tranquillement, pas vite, là, que tu ponds sur le podcasthockey.com, on peut te retrouver quelques articles. Il y en a un déjà qui est apparu déjà. C'est quoi l'article? Je parle un peu de. En fait, je vais présenter 5 joueurs dans les prochaines semaines. J'en ai déjà présenté un la semaine passée à Milton Yastrin, que vous connaissez déjà parce que j'en ai beaucoup parlé. Cette Ouais. semaine, on va parler d'un autre joueur. Je vais vous laisser la surprise. Ça devrait apparaître le 24 mai au matin. Puis la semaine prochaine, on va parler de d'autres joueurs. Je vais en présenter 5. Puis à la fin, je vais faire pour la 6e semaine qui va être juste avant le repêchage, la semaine avant le repêchage, je présente ma liste au complet. Donc, vous pourrez voir en intégralité ma liste de repêchage et pouvoir vous baser une bonne petite liste pour le repêchage, puis voir qui sont les joueurs intéressants à regarder. D'ici là, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais être là pour y répondre si jamais il y a quoi que ce soit. D'ailleurs, je devrais peut-être bientôt faire une petite soirée avec Frank pour justement répondre à vos questions si jamais vous en avez. Yes. Merci beaucoup, Noah. Puis on se revoit la semaine prochaine. On va peut-être tourner 2 épisodes, on va voir, là, mais selon le temps, il va y avoir beaucoup de contenu pour le repêchage qui s'en vient. Merci, la gang. Ciao. Ciao.